Affaire de Banyamulenge, Martin Fayulu, provocateur ou réaliste, la question sur la nationalité ou l'identité tribale reste ou fait susciter encore débat ici en République démocratique du Congo, malgré la vision intégrative républicaine de Félix Tshisekedi, qui avait dit autrefois que le Banyamulenge sont des Congolais. Martin Fayulu, l'opposant congolais, est revenu encore sur cette question en disant clairement que le Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Il a évoqué la question sur la langue. Nous allons revenir avec notre invité sur ce plateau. Vous êtes sur Africa Monde Today, vous avez raison. C'est dans le cadre de votre mission Face à l'élite. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Ambroise Mamba, qui est journaliste et chercheur en politique. Ambroise Mamba, bonjour et bienvenue à Face à l'élite. Bonjour Vini, content d'être là pour répondre à tes questions sur cette question des Banyamulenge. Voilà, merci beaucoup. La question sur l'identité tribale et le statut des communautés de l'Est de la République démocratique du Congo, en l'occurrence, les Banyamulenge continuent à faire couler beaucoup d'encre et salive ici en République démocratique du Congo. Quelle est d'abord votre réaction avant d'entrer dans l'idée de Martin Fayulu? Bon, vous savez, cette question, c'est une question très sensible. Une question très sensible, pourquoi? Parce que si... Excusez-moi, si nous sommes en pleine guerre actuellement, la guerre que nous fait le Rwanda est liée aussi, entre autres, à cette question. Si vous prenez les casus belli du Rwanda, la déclaration du Rwanda à nous faire la guerre, vous allez trouver cette question là-dedans. Le Rwanda fait la guerre à la RDC en s'appuyant sur 3 prétextes fallacieux. 3 prétextes qui sont aujourd'hui fallacieux. Le premier prétexte, il est lié justement à la communauté Tutsi, les Banyamulenge, pas de la minorité. Le deuxième prétexte, il est lié justement à ce qu'on appelle les FDLR, la question de la menace sécuritaire qui pèse sur le Rwanda. Et le deuxième prétexte fallacieux, c'est l'affaire de soi-disant réfugiés congolais vivant au Rwanda. Ces 3 prétextes constituent pratiquement les raisons du casus belli de Kigali contre Kinshasa. C'est pour cela, aujourd'hui, cette question devient très sensible. Et quand Martin Fayulu en parle aujourd'hui, il n'est pas le seul qui en parle. Il y a beaucoup d'autres personnes qui parlent de cette question. Je voudrais déjà dire quelque chose. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a déjà donné sa position sur cette question qui est claire. Tshisekedi a dit officiellement et à la télévision nationale que les Banyamulenge sont des Congolais. Vous savez que chaque personne, lorsqu'il parle des Banyamulenge, il se situe dans une partie de l'histoire. Chaque personne, il se situe dans une partie de l'histoire. Martin Fayulu, qui parle aujourd'hui des Banyamulenge, est aussi dans une partie de l'histoire. Est-ce qu'il est provocateur ou il est réaliste? Est-ce qu'il dit vrai ou il provoque les autres? Le problème, c'est que il est dans quelle partie de l'histoire? Lorsqu'il parle de la nationalité des Banyamulenge. Donc chacun a sa partie de l'histoire. Chacun a sa partie de l'histoire quand on parle de cette question. Mais ici, moi, je voudrais dire quelque chose. Vous avez suivi que Azarias Rouberois a justement réagi aux propos de Martin Fayulu sur cette question. Mais si vous prenez aussi Azarias Rouberois, qui est membre de cette communauté Tutsi, vous allez comprendre qu'il est aussi dans une partie de l'histoire sur cette question des Banyamulenge. C'est quoi l'histoire sur cette question? L'histoire des Banyamulenge est liée au déversoir. Ce sont des déversoirs qui ont eu lieu vers la RDC. Ce sont des migrations qui ont eu lieu. Si vous prenez Azarias Rouberois, lui, dans son histoire, il vous dit que non, les Banyamulenge se sont retrouvés au Congo avant 1885, avant la conférence de Berlin. Ça, c'est Rouberois. C'est sa partie de l'histoire. Ça, c'est sa partie de l'histoire. Quand vous prenez Martin Fayulu est dans l'autre partie de l'histoire.
Il est dans quelle autre partie de l'histoire? Il est dans la partie de l'histoire où le premier déversoir des populations Tutsi rwandaises vers la RDC a eu lieu vers 59. Avant l'indépendance. Avant l'indépendance. C'est pour cela, même à Sun City, quand nous sommes allés à Sun City, on a signé un pacte républicain, on a dit qu'on va considérer qu'est Congolais tout celui qui a été au Congo à l'époque de l'indépendance. Okay. C'est pourquoi on a fait des populations Tutsi, Banyamulenge, annexées après cette déclaration. Annexées, oui, justement après cette déclaration de Sun City, que non, on fait de tous ceux qui se sont retrouvés au Congo à l'indépendance comme Congolais. Ça, c'est ce qui a été décidé à Sun City en 2002. C'est pourquoi on parle justement de ce premier déversoir des Banyamulenge, ce qu'on appelle aujourd'hui Banyamulenge. Ce sont des populations Tutsi, rwandaises, qui y ont quitté le Rwanda en 59 vers la RDC. C'était bien avant l'indépendance de la RDC. Ce déversoir-là a eu lieu lorsqu'au Rwanda, il y avait ce qu'on appelait la Toussaint rwandaise. C'était l'indépendance du Rwanda. Il y avait ce qu'ils appelaient eux-mêmes des persécutions contre les populations Tutsi. Ils ont quitté le Rwanda, ils sont venus se réfugier au Congo. Ils se sont réfugiés au Congo, comme des réfugiés. En quête d'une terre. Et non pas comme des Congolais. Voilà. Non pas en quête d'une terre, en quête d'un asile. Voilà. En quête d'un asile. Vous quittez votre pays, vous allez dans un autre pays où vous pensez trouver la sécurité. Alors, Martin Fayulu est dans cette partie de l'histoire. Quand ils arrivent, c'est toute une communauté. Ils sont nombreux. Ce sont des réfugiés. Ils sont hébergés quelque part. On parle d'un camp de réfugiés. Justement, on peut considérer ça comme un camp de réfugiés. Ils sont à la montagne Mulenge, la montagne appelée Mulenge. Mais ils s'établissent là, ils vivent là. C'est considéré comme un camp des réfugiés. Mais ils sont toute une communauté, ils sont nombreux. Quand une communauté se déplace, elle se déplace avec tout. Elle se déplace avec quoi? Avec sa culture. Voilà. Elle se déplace avec sa culture, sa croyance, sa langue. Voilà la partie de l'histoire de Martin Fayulu. Mais il faut reconnaître une chose. Quand ils sont arrivés, il y a eu le développement de la situation politique au pays. Le maréchal Mobutu a attribué de manière collective la nationalité congolaise, à l'époque zaïroise, à cette communauté Tutsi, qui sont appelés aujourd'hui les Banyamulenge, parce qu'ils vivent dans les hauts plateaux. C'était une manière de le sécuriser ou bien seulement Non, c'est pas une manière. C'était une décision juridique, une décision de droit, politique en même temps. Parce qu'effectivement, à l'époque, Mobutu avait M. Bisingimana, un Rwandais, qui était son directeur de cabinet, et qui a plaidé leur cause. On a compris également avec la pression de la communauté internationale qu'effectivement, il fallait leur attribuer collectivement la nationalité zaïroise. C'était fait. Voilà. De cette époque-là, ils sont zaïrois. Dès cette époque, ils sont congolais. Est-ce que vous allez leur refuser la nationalité congolaise? Non. C'est pourquoi le président Tshisekedi, à la télévision nationale, dit officiellement que les Banyamulenge sont nos frères congolais. Bon, nous allons revenir justement sur la réaction de Félix Tshisekedi, parce que je vais parler au départ d'une vision intégrative et républicaine. Mais contrairement à Martin Fayulu, entre Félix Tshisekedi et Martin Fayulu, qui a raison? La question sur la raison, peut-être vous n'allez pas répondre, mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi, c'est comme si il a, comment je peux dire, il s'est fait voir comme Ponce Pilate, il a lavé les mains. Est-ce que c'est une partie de l'histoire qu'il veut cacher aux Congolais, ou bien simplement parce que c'est une population qui a aujourd'hui une nationalité congolaise? Suivez-moi très bien, je vais répondre à cette question. Ici, il n'est pas question d'établir qui a raison et qui a tort entre Martin Fayulu et Félix Tshisekedi. Je disais que tout le monde, quand il parle de cette partie de l'histoire, il est dans une partie de l'histoire. Okay. Par rapport aux migrations qu'il y a eu, par rapport au déversoir des populations tutsi rwandophones vers la RDC. Il faut retenir une chose. Je parlais de la nationalité congolaise qui leur avait été attribuée collectivement par le maréchal. Je vous pose une question. C'est moi qui vais répondre moi-même à cette question. Mais
Comment est-ce qu'on obtient la nationalité congolaise? Pas seulement congolaise, mais de n'importe quel autre pays. Vous avez les Yusoli, c'est une nationalité liée à la terre. Vous avez les Yusanguinis, c'est une nationalité liée au sang. Ouais. Mais quand vous prenez la communauté Banyamulenge par rapport à la manière dont ils se sont retrouvés au Congo, cette migration-là, le fait d'avoir fui le Rwanda, le fait d'avoir fui les persécutions au Rwanda et de se retrouver au Congo pour trouver une terre d'asile, il n'y a ni les Yusoli, ni les Yusanguinis, ni l'un, ni l'autre. Ils ne sont liés ni au sang, ni à la terre. Rien lié au sang. Voilà. Rien lié à la terre. C'est dans cette partie de l'histoire que se trouve Martin Fayulu. Il considère, il dit oui, vous êtes des Rwandais, mais vous êtes venus chercher la nationalité congolaise au Congo. Comme l'asile. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous êtes des Rwandais venus chercher la nationalité congolaise au Congo. Mais il n'y a ni Yusoli, ni Yusanguinis. Mais quelqu'un qui a déjà la nationalité, comment il vit? Il vit comme étant patriote de ce pays. Ça signifie que Martin Fayulu veut dire au Banyamulenge que non, effectivement, vous êtes aussi des Congolais. Mais vous avez obtenu cette congolité, votre congolité, pas par le sol, ni par le sang, mais par le droit. C'est ce qu'il veut dire. En fait, en réalité, pour répondre à votre question, Martin Fayulu dit la même chose que Félix Tshisekedi. Parce que Tshisekedi dit, ce sont nos frères congolais. Martin Fayulu le reconnaît aussi leur congolité, mais qui n'est pas lié ni au sang, ni à la terre. Voilà. Mais le vrai problème est à quel niveau, Vini? Et ça, c'est très important. Le vrai problème est à quel niveau? Il n'est pas lié ni au sol, à la terre, ni au sang. Le problème est essentiellement politique. Je vous ai parlé des prétextes du Rwanda de faire la guerre. Voilà. Trois prétextes fallacieux. Quand vous prenez le problème de la minorité Tutsi, ils arrivent au Congo. Ils s'établissent dans le haut plateau, dans les sites Kivu. Fizi, Uvira, Mwenga, Mulenge, le nom même qui porte leur nom aujourd'hui, Banya Mulenge. Martin Fayulu lui dit, vous êtes les Banya Rwanda. Est-ce que vous pouvez me montrer la langue qui est liée à Parce que si c'était une tribu ici en RDC, ils auraient une langue. Voilà. Comme les Bayaka, comme et toutes ces tribus. Suivez-moi très bien. Vous prenez toute une communauté qui arrive, qui cherche l'asile au Congo. Ils sont nombreux, hein, Vini? Ils sont nombreux. Ils vivent comment? Ils parlent quelle langue? Le peuple, c'est quoi? C'est un groupe d'individus, un groupement d'individus qui a la même culture, la même langue, la même croyance, la même histoire. C'est ce qu'on appelle le peuple. La même croyance, la même culture, la même langue, la même histoire. Or, les Tutsis rwandais qui ont quitté le Rwanda, qui sont venus au Congo, devraient venir avec quelle langue? Pas les Lingala, pas les Swahili. Ils sont venus avec les Kinyarwanda. Le problème, c'est que quand ils arrivent au Congo, ils sont établis au mont Mulenge, ils commencent à vivre là. Ils obtiennent cette nationalité collective congolaise, zaïroise à l'époque. Tout en gardant la culture rwandaise. Tout en gardant la culture rwandaise. Voilà. Mais ils sont devenus maintenant des Congolais de droit. Ils sont devenus des Congolais de droit parce que Mobutu leur avait accordé exactement le 5 janvier 1972 la nationalité zaïroise congolaise. Mais ils ont la même langue, les Kinyarwanda. Ils ont leur culture, leur croyance. Mais le problème, c'est que quand ils arrivent à l'endroit où ils vivent, ils sont établis dans une zone géographique administrée par Kinshasa et non pas administrée par un Tutsi. Le problème commence là. Ils sont dans une zone géographique administrée par le pouvoir central de Kinshasa. Mais cette zone géographique n'est pas administrée par un Tutsi, non. C'est administré par Kinshasa. Donc ils dépendent du pouvoir de Kinshasa. Vous étiez là comme des réfugiés. Maintenant qu'on vous attribue une nationalité congolaise, vous êtes devenus des Congolais. Mais on ne va pas vous créer, en fait, une terre artificielle
vous occupez une terre. On n'a pas dit que cette terre devient de manière originaire la vôtre. Elle est congolaise. Mais on vous la donne comme espace de vie. Aujourd'hui, il n'y a pas de chiffres exacts concernant le pourcentage qu'occupe le Banyamulenge. On parle de 50 000, voire de milliers, ce qui représente 1% de la population locale. Est-ce qu'aujourd'hui, le Banyamulenge est un problème pour la cohésion nationale ici en démocratie du Congo? Je suis en train d'arriver à cette question-là. Ils sont là en train de vivre, avec une même culture, une même langue. Ils se marient. Entre eux, hein, ils se marient. Mais en même temps, il y a quand même une petite difficulté pour un mixage culturel avec les autres communautés, comme les Bafuliro, qui sont dans les mêmes hauts plateaux. Comme les Bafuliro. Donc, il y a quand même un problème de mixage, où ils vont apprendre à se connaître avec les autres communautés. Là, nous sommes dans l'histoire. Ils finissent par se connaître avec les autres communautés. Ils finissent par s'accepter. Les mariages commencent à s'opérer entre les communautés Banyamulenge et les communautés Bafuliro, ou bien les mariages entre eux, les Banyamulenge. Ils grandissent. Ils se multiplient. Le problème, c'est à quel niveau maintenant? Le problème, c'est au niveau des discours politiques qui divisent. Qu'est-ce qu'on les inculque? Qu'est-ce qu'on les inculque? Qu'est-ce qu'on leur dit? C'est au niveau de ce discours politique qu'intervient le problème. Parce que les notables Banyamulenge, qui sont dans la politique, qui nourrissent les intérêts politiques de la sous-région, ou bien même du combat de cette communauté minoritaire, Tutsi, parce qu'ils disent être minoritaires, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent avoir des terres. Ils se disent, non, nous devons déjà commencer à apprendre à nos enfants que les terres que vous occupez sont les vôtres, sont vos terres. C'est les discours qui interviennent. Le problème ne devrait pas se poser au Congo. Il n'y aurait eu aucun problème. Sans ces mauvais discours des politiciens, il n'y aurait eu aucun problème. Imaginez-vous que ce sont des gens qui sont déjà acceptés par les Congolais. On leur a attribué de manière collective une nationalité congolaise. Oui, mais ils vivent là. Ils peuvent quitter le Sud Kivu pour aller vivre au Congo central. Ils peuvent quitter le Sud Kivu pour aller vivre à l'Équateur, en étant congolais. En étant congolais, ils peuvent vivre quitter partout. le Mulenge pour aller vivre au Kasaï, en étant congolais. Mais pourquoi garder cette terre, cette identité-là? Voilà. Ils peuvent quitter Mulenge pour aller vivre ici à Kinshasa, pour aller vivre, c'est pas moi, à Kisangani, ou à Lubumbashi, mais en restant congolais. Mais le problème, c'est quand les politiques, les notables, commencent à amener des discours politiques pour dire aux innocents, je ne vais pas dire des innocents, voilà. Hein, des enfants qui sont nés au Congo, voilà. Tutsi, des innocents, ceux qui sont venus du Rwanda, ou bien ceux qui sont nés au Congo, ce sont des innocents. On leur dit, vous voyez la terre que vous occupez, c'est votre terre. C'est ça le manque d'honnêteté. C'est ça l'ingratitude même. Vous êtes vous êtes ingrat envers le maréchal Mobutu qui vous a attribué de manière collective la nationalité congolaise. Vous êtes ingrat. Ambroise Mamba, je voulais revenir sur la menace. Avant de revenir à voilà. ça, quand ce discours-là prend la place au sein de la communauté, le problème s'intensifie. Voilà. Les gens estiment qu'ils ont une terre à protéger, ils veulent l'administrer, ils veulent avoir des tenants du pouvoir public, mais qui sont essentiellement Tutsis. C'est ça le problème. Ils devraient accepter que cette zone géographique soit administrée par la même autorité qu'il administrait avant même qu'il ne vienne au Congo. Il y a eu l'indépendance, bien évidemment. Alors, c'est là que nous disons que ça nourrit maintenant les intérêts des politiques. Le Rwanda, avec son projet expansionniste, voilà. il va dire plutôt à ces gens, écoutez, la terre là nous appartient, nous allons faire la guerre, vous devez nous soutenir dans la guerre, comme ça nous allons garder notre culture. Vous savez, ils disent qu'un peuple c'est sa culture, c'est sa terre. Ils disent qu'un peuple c'est sa terre, sa culture.
Et un peuple qui a sa terre et sa culture est à l'aise. Vous avez parlé des 3 prétextes fallacieux que prétend le Rwanda par rapport à la guerre qui sévit dans la partie est de la démocratie du Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de la déclaration de Paul Kagame au Bénin, qui réclamait des terres, il disait autrefois que le plateau de Massissi, c'est depuis 1885 qu'appartient au Rwanda, mais la RDC occupe ces terres-là. Est-ce qu'aujourd'hui, le Banyamulenge se présente comme un appât pour Kigali afin de faire la guerre contre la RDC? C'est justement ça le vrai problème. C'est justement ça le vrai problème. Est-ce que le cordon ombilical des Banyamulenge, à qui on avait attribué la nationalité congolaise de manière collective, avait été coupé entre eux et le Rwanda? C'est une question que je me pose. Est-ce que ce cordon ombilical avait été coupé? Remarquez ce qui se passe. Pourtant, on a besoin d'une cohabitation pacifique. Le président de la RDC ne cesse de dire aux Congolais que non, les Banyamulenge sont des Congolais. Il y a un problème qu'il faut résoudre. Quel est le problème qu'il faut résoudre? C'est le problème de la cohabitation pacifique entre les communautés. Il suffit seulement que les communautés, les autres communautés congolaises, les Bafuliro et les autres, acceptent les Banyamulenge comme étant des Congolais. On les accepte, on vit. Mais le problème est exactement à quel niveau? C'est le discours des politiciens qui trompent les innocents Banyamulenge, qui leur dit non, il faut annexer cette terre au Rwanda. Comme ça, nous aurons notre terre et notre culture. Ici, notre culture va être perdue. Nous allons perdre notre culture. Si nous restons ici en étant administrés par Kinshasa, nous allons perdre notre culture. C'est ça le discours qui est véhiculé là-bas. C'est pourquoi ils veulent avoir leur terre et leur culture. Comme ça, ils disent se sentir à l'aise chez eux. Pourtant, ils sont sur une terre étrangère. On leur a attribué la nationalité congolaise. C'est comme si cela ne suffisait pas. Ouais. Ils font maintenant une sorte de collusion avec le Rwanda pour combattre la RDC. Le problème est à ce niveau. Parce que il y a ce vieux projet expansionniste du Rwanda de pouvoir s'étendre, annexer certains territoires congolais aux siens. Le Rwanda fait quoi? Il passe par des Tutsis congolais. Parce que l'entente, qui est tellement culturelle, entre les Tutsis rwandais et les Tutsis congolais, est différente de l'entente entre les Tutsis congolais et les Congolais des autres communautés. Parce qu'ils parlent la même langue. Ils ont la même culture. Ils ont les mêmes croyances. C'est comme ça que le Paul Kagame passe par eux pour qu'ils acceptent de soutenir son combat. C'est comme ça que les politiques soutiennent le combat de Paul Kagame. C'est là que les Congolais sont maintenant dérangés. Okay. C'est là que les Congolais sont dérangés. En l'occurrence, Martin Fayoulou, parce que lorsqu'on examine, je voulais poser cette question, comment évaluez-vous la posture qu'a prise Martin Fayoulou à travers cette déclaration? En fait, Martin Fayoulou... Sur le plan politique, bien évidemment. Martin Fayoulou veut leur dire que non, vous êtes des Congolais. Vous êtes venus au Congo pour demander la nationalité congolaise. On vous la donne. Mais c'est comme si vous extrapolez en voulant réclamer une terre qui n'est pas vôtre. Pourtant, vous avez une langue maternelle, langue d'origine, qui n'est pas liée à la RDC, mais qui est liée au Rwanda. Vous devriez être honnête pour accepter la cohabitation pacifique entre nous et vous. Pourvu qu'il n'y ait pas de problème. Vous devez rester au Congo, accepter d'être administré par le gouvernement congolais. Voilà. À ce moment-là, on sait qu'effectivement, s'il faut nommer un bourgmestre, on peut nommer un bourgmestre là-bas. S'il faut élire un bourgmestre, on peut élire là-bas. Par rapport aux craintes que vous êtes minoritaire, vous ne pouvez pas être élu par les autres communautés, on peut régler cette question de manière politique. Mais pourvu qu'il n'y ait pas de guerre entre nous et le pays voisin qui vous trompe. C'est justement ça le discours, les non-dits. Parce qu'eux, ils sont trompés. Vous savez, il y a beaucoup d'appels qui ont été lancés envers les Congolais des autres communautés. Accepter la cohabitation pacifique avec les Banyamulenge. Les Congolais l'acceptent. Mais les Congolais ont mal, ils ont très mal, de constater que chaque fois que le Rwanda nous fait la guerre, les Banyamulenge prennent position pour le Rwanda et non pas pour Kinshasa. C'est ça qui dérange, en fait. C'est comme qui dirait entre un frère et un ami, soyez clair. Voilà. En fait, ils prennent position pour Kigali et non pas pour Kinshasa.
Pourtant, on a besoin de cette cohabitation pacifique. Le président Tshisekedi a déjà dit qu'ils sont des Congolais. Oui, vous êtes des Congolais. On vous accepte. Prenez position pour Kinshasa et non pas pour le Rwanda. Vous savez, il y a une difficulté. Hein. Il y a une difficulté dans laquelle le Rwanda nous place. Vous savez, cette difficulté, c'est laquelle? Comment pouvons-nous distinguer un Tutsi rwandais d'un Tutsi congolais? Comment pouvons-nous aujourd'hui distinguer un Tutsi rwandais d'un Tutsi congolais? Sur le plan morphologique ou bien culturel? En tout. Dans la morphologie, c'est déjà difficile. La faciès, c'est déjà difficile. Le Tutsi congolais, il n'est pas différent du Tutsi rwandais sur le plan faciès. Il n'est pas différent. C'est le même. C'est le même type. Il n'est pas différent. Mais c'est effectivement à ce niveau-là que le Rwanda nous embrouille. Pourquoi? Parce que le Rwanda, quand il envoie les militaires rwandais, les Tutsis rwandais, nous faire la guerre, il va les faire passer pour des Congolais. Il va les faire passer pour des Congolais. Au point que, s'il faut réintégrer même les ex-combattants, AFC M23 au sein de l'armée congolaise, comment est-ce que vous saurez distinguer? C'est ce qui explique d'ailleurs cette infiltration d'un Tutsi congolais. Comment est-ce que vous saurez distinguer? C'est là que vous voyez, le pays est en train de se battre pour recenser la population. Le recensement de la population va nous aider à avoir la carte d'identité nationale. Cette carte va nous permettre justement de distinguer les Tutsis congolais du Tutsi rwandais. Mais à ce stade, c'est difficile. Parce que chaque fois que le Rwanda, dans son casus belli, nous déclare la guerre, les Banyamulenge prennent position pour Kigali au lieu de prendre position pour Kinshasa. Pourtant, ils disent être congolais. Justement, face à cette menace existante, le pouvoir de Kinshasa doit adopter quelle posture pour faire face, bien évidemment, à ces velléités expansionnistes du Rwanda qui prennent le Banyamulenge comme un appât? Non, bon, le pouvoir de Kinshasa a déjà une position. Vous voyez qu'au sein du gouvernement aujourd'hui, vous avez des représentants de la communauté Tutsi au sein du gouvernement. Vous prenez le ministre Guissaro. Voilà, Alexis. Qui était aux travaux publics et infrastructures, qui est aujourd'hui, c'est pas moi, à l'urbanisme, Alexis Guissaro, et membre de la communauté Tutsi. Il y en a qui sont au gouvernement, qui sont dans les entreprises. Il y en a qui sont là. Le gouvernement essaye de régler cette question justement de leur représentativité au niveau des institutions. Si au niveau national, ils sont représentés, bien évidemment, au niveau provincial également et local. Ça, c'est sur le plan politique, pour que cette question soit réglée. Et au niveau des cohabitations entre communautés, il faudrait éviter ce genre de discours. Prenez Azarias Robert-Roy, qui a réagi aux propos de Martin Fayulu. Vous prenez Moïse Nyarugabo, qui est toujours dans les rébellions. Posez-vous la question, qu'est-ce qu'il cherche? Cherche-t-il vraiment d'être au gouvernement? Azarias Robert-Roy n'était-il pas vice-président? N'était-il pas ministre dans ce pays? De l'aménagement du territoire? Moïse Nyarugabo n'était-il pas sénateur, puis député national? Ils sont toujours là. Mais regardez, pourquoi ils se battent? Ça, ce sont les politiques qui détruisent les innocents Banyamulenge. Les innocents Banyamulenge, qui n'ont rien à voir avec la politique, qui veulent juste vivre en paix. C'est un peuple éleveur. C'est un peuple pasteur. Un peuple pasteur. Voilà. Un peuple pasteur, mais qui est détruit par des discours nocifs. Récupération politique, qu'on peut dire. Qui est détruit par des discours nocifs de la notabilité. Parce qu'il faut nourrir un projet expansionniste. Parce qu'il faut nourrir ces projets expansionnistes. C'est là que nous disons qu'il faut effectivement beaucoup d'efforts pour arriver à s'asseoir, voilà, parler de cette question, de la cohabitation pacifique entre les Banyamulenge et les autres communautés congolais, décourager les notables Banyamulenge qui vont diviser.
qui vont dire que non, regardez, cette terre sur laquelle vous êtes est votre terre. Voilà, merci beaucoup Ambroise Mamba. Je rappelle que vous êtes, c'est dans le cadre de votre émission Face à l'élite. Nous avons reçu Ambroise Mamba qui est journaliste et chercheur. Non, on n'a pas fini. Je suis en train de rebondir. Et chercheur en politique. Qu'est-ce que les Congolais doivent retenir face à cette question qui est d'ailleurs sensible? Parce qu'aujourd'hui, au Congo, lorsqu'on parle du Banyamulenge, c'est une question peut-être à éviter. Mais qu'est-ce que les Congolais doivent retenir par rapport à cette menace, peut-être par rapport à la réaction de Martin Fayulu? Vous savez, il n'y a que les Congolais qui sont distraits. Moi, j'ai fait les sciences politiques. J'ai étudié un cours intitulé la géographie politique. La géographie politique, c'est un cours qui permet à chaque citoyen qui aspire à devenir dirigeant politique de savoir quel est l'espace qu'il veut diriger, quelles sont les richesses de cet espace et que pensent ses voisins par rapport à ces richesses. Et dans ce cours, vous apprenez la géopolitique et la géostratégie. Dans la géopolitique, vous savez comprendre les mouvements de vos voisins, les enjeux de leurs, ce qu'ils comprennent, les calculs qu'ils font de vos richesses. Quand vous regardez ce que fait Paul Kagame, en 1994, lorsqu'il y a eu les génocides au Rwanda, Paul Kagame était rebelle en Ouganda. Paul Kagame était rebelle. Ah oui. Posez-vous la question de savoir comment expliquer qu'il y a génocide au Rwanda en 1994, Paul Kagame, qui devient président par la suite, a déjà la possibilité de renverser Mobutu 3 ans après, en 1997. Posez-vous cette question. Comment il a fait? C'est parce qu'il a étudié la question depuis très très longtemps. Il se disait, non, il est vrai que je suis rebelle en Ouganda. Mais quand je serai président du Rwanda, où est-ce que je vais trouver la nourriture pour le Rwandais? J'irai chercher la nourriture au Congo. J'irai chercher les richesses au Congo. Il se disait déjà ça. Et quand l'AFDEL commence, il dit, voici l'opportunité. Voilà, c'était une opportunité pour le Rwanda. Pour le Rwanda, pour Paul Kagame. Voilà, pour Paul Kagame, voilà. Réaliser son projet, d'entrer au Congo, commencer à piller les richesses du Congo. C'est là qui me permet d'introduire la notion de la diplomatie des animaux. Mais avant de parler de la diplomatie des animaux, je voudrais parler de la démocratie des multinationales. Nous parlons de la démocratie chaque fois. Nous sommes un pays démocratique. Mais les Congolais devraient savoir que la démocratie primaire, classique, n'existe plus. La démocratie qui existe actuellement, c'est la démocratie des multinationales. Cela veut dire quoi? Je voudrais parler ici sous le contrôle d'un confrère journaliste, Timothée Chaomba Chosha. Timothée écrit tout un livre là-dessus, sur la démocratie des multinationales. C'est la démocratie dans laquelle il n'y a que les plus forts qui écrasent. Le faible est écrasé. Que font les multinationales? Les multinationales, ils sont dans l'économie. Vous allez dire qu'ils sont dans l'économie. Ils ont des firmes, ils ont des sociétés, ils produisent, ils vendent. Mais est-ce que vous savez que pour arriver à percer dans les nations, à percer dans les villes, ils passent par la politique? C'est pourquoi on parle de la démocratie des multinationales. Ils ont des chercheurs, ils ont des anthropologues, ils ont des médecins, ils ont des juristes. C'est tout un conglomérat. Ils ont des chambres d'études. Ils ont des chambres d'études. Quand ils étudient des questions, pour arriver à percer dans tel pays, comment ils font? Ils arrivent à produire des fascicules avec des messages. Quand ils produisent des fascicules avec des messages, ils contactent des députés élus de ce pays-là ou de cette ville. Ils font un marché avec ces députés. Ces députés prennent
ou bien s'ils sont nombreux, s'il est seul, ce député prend ses fascicules avec le message de multinationales, il en fait son programme politique. De manière illégale, on peut le dire comme ça. Non, pas de manière illégale, c'est légal. C'est un contrat d'adhésion. Ok. Le multinational lui produit des fascicules avec des messages, avec tout un programme. Il vient vous voir, vous députés. Ils ont clairement beaucoup d'argent. Et ils peuvent travailler avec ça. Ils vont vous donner ça. Vous en faites votre programme politique. Vous commencez, ils amènent ça au niveau des partis politiques. Ils amènent au niveau des associations. Vous commencez à répéter ça matin, midi, soir. En réalité, ce que vous pensez répéter comme étant votre programme politique est un programme qui vient des multinationales. Mais qui s'adapte à la réalité d'un pays. Mais quand il s'adapte à la réalité, mais c'est pour nourrir les intérêts des multinationales. Pas les intérêts des Congolais. Pas les intérêts des nations. Des nations, voilà. Mais les intérêts des multinationales. Un député va venir et vous dit non, mon programme c'est faire ça. C'est tellement subtil, c'est tellement intelligent, c'est tellement bien préparé, bien conçu. C'est ça qu'on appelle la démocratie des multinationales. Et aujourd'hui, quand vous prenez Paul Kagame, ce que Paul Kagame fait aujourd'hui au pays, il le fait avec la bénédiction de qui? Avec la bénédiction des multinationales. Américaines essentiellement. Il nous fait la guerre, il pille les richesses, ils nourrissent, ils approvisionnent les multinationales. Malgré les sanctions américaines, cela n'aura pas d'effet parce qu'ils travaillent en collaboration. Nous sommes dans la démocratie des multinationales. Ils font la loi. C'est dans cette démocratie où les plus forts passent. C'est là que les Congolais devraient savoir comment travailler la puissance. La puissance à tous les niveaux. Il faut être intelligent, stratège, pour savoir comment faire que les Congolais quittent la distraction, que les Congolais quittent les sensationnels, que les Congolais deviennent réfléchis. Parce que dans la démocratie des multinationales, pour vaincre, il faut être fort, il faut être intelligent. Vous prenez par exemple la diplomatie des animaux. Un lion, quand il veut, la migration des lions s'est fait comment? La migration des animaux fait qu'un lion, quand il veut se déplacer, il s'arme. Partout où il part, les lions, quand ils trouvent les animaux, il fait la guerre. Il va battre les animaux qui sont là, et il part et ils arrivent à un autre endroit, il va s'établir là. Il va imposer sa force. Il impose sa force. Prenez le peuple Israël, quand il quitte l'Égypte, pour aller s'établir à Canaan, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Dieu a fait? Les créateurs. Le peuple d'Israël, qui quitte l'Égypte, qui livrait des batailles et des batailles, jusqu'à aller s'établir à Canaan. C'est comme ça que le petit Rwanda, que vous voyez petit, utilisé par les multinationales, soutenu par les multinationales, par des puissances occidentales, nous fait ce qu'il nous fait actuellement. Pour que nous puissions arriver à renverser la tendance, nous devons retravailler la puissance de notre armée. Okay. Retravailler la puissance de notre armée. Notre gouvernance, mettre du sérieux, de l'intelligence, pour que ça n'a rien à voir avec le régime Tshisekedi. Ça n'a rien à voir avec le régime de celui qui viendra après Tshisekedi. Ça a tout à voir avec la nation congolaise. Tshisekedi ou pas Tshisekedi, travailler la puissance de l'armée. Tshisekedi ou pas Tshisekedi, travailler le sérieux dans la gouvernance publique. Travailler la stratégie, l'intelligence, pour arriver à faire échec par rapport à ce qui nous concerne aux velléités expansionnistes du Rwanda. Et je pense que c'est à ce niveau qu'il faut engager la RDC. Peut-être c'est pour cela que le président a dit que le dialogue sera différent des autres dialogues. Voilà. Pour que nous puissions nous parler en toute franchise, nous dire des vérités, pour qu'effectivement, nous puissions aller de l'avant par rapport à cette situation qui ne cesse d'endayer la RDC. Voilà, merci beaucoup Ambroise Mwamba. Je rappelle que vous êtes journaliste et chercheur en politique. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Nous allons prendre en quelques 3-4 minutes la question sur les dialogues. On parle aujourd'hui d'un dialogue différent. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette posture de Martin Fayulu
vis-à-vis à la communauté Banyamulenge? C'est une manière de les exclure ou bien de leur conscientiser qu'aujourd'hui, si vous êtes sur cette terre, c'est pour défendre les intérêts des Congolais et non du Rwanda? Non, je ne crois pas que Martin Fayulu a exclu qui que ce soit du dialogue. Non, non, non. D'ailleurs, lui est en train de se battre pour un dialogue inclusif. Voilà. Inclusif, il veut même qu'on inclue Kabila Kabila. Voilà. Et Corneille Nangaa. Le narratif du pouvoir qui est officiel actuellement, c'est qu'on exclut et Kabila et Nangaa. Parce qu'ils ont pris les armes, parce qu'ils sont avec le Rwanda. C'est l'ennemi qui nous fait la guerre. Donc Martin Fayulu, lui, souhaite que Kabila prenne part à ce dialogue. Et il ne peut pas souhaiter que les Banyamulenge soient exclus du dialogue, non. Ça, il ne peut pas souhaiter. Il est en train de plaider pour un dialogue inclusif. Selon lui, il estime que si le dialogue est inclusif, on va parler de tout ce problème. C'est pour cela il a parlé même des linges sales qui se lavent en famille. Voilà. Et ça lui a créé des problèmes avec les communicateurs de l'Union sacrée qui ont tiré à boulet rouge sur lui. Donc, aujourd'hui, le dialogue, il est important, à mon sens. Mais le problème, si nous voulons tenir le dialogue, croyant que nous allons obtenir le retrait des troupes rwandaises, même si nous y incluons et Kabila et Nangaa, c'est faux, on ne va pas obtenir cela. On peut peut-être les inclure pour parler tout simplement, mais elles n'ont pas avec l'intention de vouloir obtenir le retrait des troupes rwandaises. Comment ça, Kabila aujourd'hui est présenté comme le chef de l'FCM23? Il est présenté ainsi. Voilà. Il y a Corneille Nangaa de l'autre côté qui... Officiellement, c'est Corneille Nangaa, ouais. Mais Corneille Nangaa, on l'appelle coordonnateur. Un coordonnateur a un chef au-dessus de lui. Le coordonnateur de l'FCM23, un coordonnateur a un chef au-dessus de lui. Il exécute les ordres. Corneille Nangaa exécute les ordres. Ce n'est pas lui qui produit les décisions. Ce n'est pas lui qui décide. C'est lui qui exécute les ordres parce qu'il est coordonnateur officiel. Voilà. Donc il y a un chef au-dessus de lui. Le chef, ce serait qui? Le Rwanda. Parce que l'ONU a dit que les opérations militaires sont guidées à partir de Kigali. Donc c'est le Rwanda qui est au-dessus qui gère cette puissance militaire qui occupe aujourd'hui Goma et Bukavu. Donc c'est dire que le dialogue peut avoir lieu, qu'il soit inclusif, qu'il soit exclusif, mais il va être congolais. Et même si on obtenait le retrait des troupes rwandaises aujourd'hui, la tenue du dialogue serait toujours importante. Pour résoudre la question sur la crise politique. La crise politique, voilà. Il y a la cohabitation avec les communautés, les autres communautés. J'ai dit que les problèmes de la communauté Banyamulenge est un prétexte fallacieux. Voilà, utilisé par le Rwanda pour nous faire la guerre. Voilà. Après le problème des minorités. Non, le problème des minorités. Mais s'ils sont congolais, minoritaires, qui lui a donné, lui, les droits de s'immiscer dans les affaires intérieures de notre pays? Donc c'est juste un prétexte pour faire la guerre. Alors merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Voilà. Et ce prétexte, n'oublie pas que je vous ai parlé tout à l'heure de la démocratie. Voilà. Multinationale. Voilà. D'ailleurs, nous allons revenir sur cette question pour en parler en long et en large dans une émission très bien élaborée. Nous sommes arrivés à la fin. Quel est votre dernier mot par rapport à cet entretien? Merci beaucoup. Je remercie le public qui nous a suivis. Et je pense qu'on va revenir bientôt pour continuer sur cette question de la démocratie des multinationales. Je voudrais creuser de plus en plus pour qu'on arrive à permettre à notre population de regarder dans la bonne direction. Voilà. Merci beaucoup Ambroise Mamba, journaliste et chercheur en politique. Merci également à la grande équipe technique en sciences politiques. Merci également à la grande équipe technique qui nous a accompagnés pour la bonne réalisation de cette émission. On se retrouve très prochainement. Au revoir.